également à l'ensemble des intervenants au cours de cette 4e journée scientifique pour vous parler de l'évaluation et la prise en charge psychothérapeutique du patient tabagique. Alors, pour ce faire, j'ai choisi un plan qui est assez simple. Donc, après l'introduction, je vais consacrer un premier temps pour l'évaluation du patient tabagique et puis un second temps pour la psychothérapie du sevrage tabagique avant de conclure. Donc, l'addiction, comme vous le savez, est le résultat d'interactions entre un produit, un individu et un environnement donné. Et il n'y a pas de fatalité. Il existe toujours un bénéfice à l'arrêt et il n'est jamais trop tard d'arrêter. La prise en charge est bien évidemment globale, elle doit être biopsychosociale et personnalisée. Alors, avant d'aborder le chapitre de l'évaluation du patient tabagique, j'aimerais tout d'abord vous exposer les bénéfices du sevrage tabagique. Ou en d'autres termes, pourquoi proposons-nous un sevrage tabagique? Parce que déjà 20 minutes après l'arrêt du tabac, on a une normalisation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Vous avez 1 an après le sevrage tabagique, le risque de cardiopathie coronarienne diminue de moitié. Et dans 15 ans, on a un risque de cardiopathie coronarienne qui redevient le même que pour une personne qui n'a jamais fumé. Sur le long terme, on observe également beaucoup de bienfaits à ce sevrage tabagique. D'ailleurs, après environ 30 ans, on enregistre un gain de près de 10 ans d'espérance de vie, à 40 ans de 9 ans et à 50 ans de 6 ans. Et puis à 60 ans, on enregistre encore un gain d'espérance de vie de 3 ans. Autant vous dire que l'intérêt du sevrage tabagique n'est plus à démontrer. Donc en principe, il est du rôle de tout soignant face à tout patient consultant dans un établissement de santé d'évoquer la question du tabagisme et de proposer, s'il le faut, un sevrage tabagique selon les principes des 4 A. Donc vous avez le premier A pour Ask, c'est demander à toute personne si elle fume ou pas. Le deuxième A pour Advise, c'est-à-dire on conseille toujours à toute personne qui nous consulte d'arrêter le tabac. Et le troisième A pour Assist, c'est-à-dire proposer une aide au sevrage tabagique. Et le 4e A pour Arrange, c'est-à-dire s'assurer du suivi tabacologique. Ça, c'est à proposer à tous les patients et par tout soignant. Ce qui nous amène à parler de la consultation de sevrage tabagique. Donc, c'est une consultation qui peut être menée par n'importe quel professionnel de santé, à condition qu'il soit formé en tabacologie. Ça peut se faire dans une structure hospitalière, ça peut se faire dans un centre de consultation, dans un cabinet ou même dans une clinique privée. Alors, ça peut se faire durant une hospitalisation, ça peut se faire lors d'une consultation ou à l'occasion d'un avis spécialisé. Et là, je cite par exemple pour nous psychiatres, parfois on est sollicité dans le cadre de la psychiatrie de liaison pour la prise en charge de patients qui présentent soit des symptômes de sevrage, soit parfois on est sollicité par nos confrères pour initier des soins de sevrage tabagique. Alors cette consultation, bien évidemment, doit se faire dans un cadre agréable et adapté, consacrant un temps suffisant avec beaucoup d'empathie et d'écoute attentive. Alors, pour favoriser la mise en relation avec le patient fumeur et permettre un échange, il est indispensable d'abord d'adopter une attitude bienveillante, non directive et sans jugement. L'entretien doit se faire avec empathie, avec des questions ouvertes, en parlant le même langage que le patient. Et bien sûr, il faut éviter le jargon médical trop technique. Et il convient également d'éviter la confrontation et la curiosité en reconnaissant la compétence et l'autonomie du patient. Alors, l'évaluation du patient tabagique, comme toute évaluation médicale, elle doit commencer d'abord par l'identification complète du patient, c'est-à-dire l'identification de son âge, de son sexe, de son lieu de résidence, la profession, les revenus, la couverture sanitaire et bien sûr, un temps important, c'est la précision des antécédents, qu'ils soient personnels ou familiaux. Alors par la suite, l'évaluation se fait par étapes. Vous avez l'évaluation addictologique,
Vous avez l'évaluation somatique, puis l'évaluation psychiatrique, l'évaluation socio-économique, avant l'évaluation de la motivation. Et l'ordre de ces évaluations est vraiment à titre indicatif, car l'évaluation globale peut se faire soit en un seul temps par un thérapeute formé, soit dans le cadre d'une collaboration pluridisciplinaire. Alors, pour l'évaluation addictologique, elle doit préciser d'abord l'âge de début, c'est-à-dire l'âge de la première cigarette, l'âge du premier contact avec le tabac et les expérimentations antérieures qui surviennent souvent soit à l'adolescence, soit en début d'âge adulte. Ensuite, vous avez le mode de début. Est-ce que c'est un patient qui a commencé à fumer dans un cadre festif? Est-ce que c'est de l'automédication pour remédier à quelques symptômes, comme par exemple l'insomnie ou l'angoisse? Est-ce que c'est une recherche de sensations fortes? Est-ce que c'est des conduites à risque? Est-ce que c'est une initiation qui était à l'occasion, par exemple, d'une incarcération et parfois même des hospitalisations? Et l'évaluation devra aussi porter sur la quantité consommée, c'est-à-dire le nombre de cigarettes consommées par jour ou vous avez également le paquet année. Il faut préciser également les habitudes de consommation, parce que c'est très important en matière de thérapie de voir si le patient fume seul ou est-ce qu'il fume en groupe, est-ce qu'il fume à un moment particulier de la journée. Par exemple, vous avez les pauses pour les patients qui travaillent. Est-ce que le patient fume le tabac seul ou en association avec d'autres substances psychoactives ou avec les excitants, notamment avec le café? L'entretien doit chercher également des symptômes de sevrage, comme l'anxiété, vous avez l'irritabilité, l'insomnie, le craving. Et il faut également questionner le patient sur ses tentatives de sevrage antérieures, sur leur nombre, sur la durée d'abstinence et sur les facteurs qui ont précipité la rechute. Il convient également de préciser le type de tabac consommé par votre patient. Et parfois, on peut trouver chez le même patient plusieurs types de tabac. Il ne faut pas négliger les cigarettes électroniques, les vapes, les puffs que les jeunes ont tendance à banaliser. Et la voie d'administration doit être précisée avec le patient, ainsi que les périodes excessivement inhabituelles de consommation. Par exemple, vous avez des patients qui consomment plus excessivement lors d'une saison particulière, au cours d'une rechute, par exemple, que ce soit d'une maladie psychiatrique ou d'une maladie somatique, ou à l'occasion d'un événement particulier de la vie, qui soit heureux ou malheureux. Cette évaluation abordera également d'autres aspects, comme vous avez le rythme de consommation, c'est-à-dire est-ce que c'est une consommation qui est quotidienne, est-ce que c'est un patient qui consomme une fois par semaine, une fois par mois, ou c'est très occasionnel. Il faut préciser avec le patient l'effet recherché à travers cette consommation et l'usage d'autres substances psychoactives, comme vous avez l'alcool, le cannabis ou les autres substances psychoactives. Et il faut bien préciser avec le patient si c'est des consommations séparées ou c'est une consommation qui est concomitante. Il faut chercher également les addictions comportementales et préciser les soins antérieurs dont le patient a pu bénéficier, que ce soit des consultations, des hospitalisations, des traitements de substitution et bien sûr le résultat de ces soins. Alors, lorsqu'une cigarette est fumée, environ 1 mg de nicotine est inhalé. Alors qu'une cigarette non allumée, elle contient bien plus, environ 20 mg de nicotine. Cette différence entre la teneur réelle en nicotine et la quantité de nicotine absorbée s'explique par le fait que la combustion du tabac libère de la nicotine, mais une partie de celle-ci est perdue dans l'air ambiant ou détruite par la chaleur. De plus, la façon de fumer, la fréquence des bouffées, vous avez l'intensité des inhalations, mais aussi la durée de chaque bouffée modifie la quantité de nicotine absorbée par l'organisme. Une autre notion très importante, c'est les cigarettes light ou légères, qui ne méritent pas leur nom, car une cigarette light contient moins de nicotine, mais c'est uniquement sur papier, car la réalité c'est tout autre chose, parce qu'avec les cigarettes light, la personne qui va fumer aura tendance à tirer encore plus sur la cigarette, ce qui extrait davantage de nicotine, et ces cigarettes-là comportent un filtre qui contient des trous, qui est censé réduire les substances qui passent dans la fumée, sauf que la plupart des fumeurs vont bloquer
avec le doigt ce filtre et vont tirer plus fort pour absorber plus de fumée et donc plus de nicotine. Et une autre donnée alarmante, c'est qu'une heure de chicha équivaut 100 à 200 cigarettes. Mais est-ce que vous arrivez à imaginer un passant qui va fumer devant vous 200 cigarettes en une heure? Alors pour l'évaluation de la dépendance au tabac, les cliniciens ont souvent recours au test de Fagerström qui existe en plusieurs versions. Là vous avez la version en 6 questions, là vous avez aussi le test simplifié en 2 questions avec l'interprétation des résultats et actuellement il existe plusieurs sites web et plusieurs applications mobiles qui permettent aux cliniciens de réaliser ce test de manière très rapide. Il existe également actuellement un test de Fagerström pour le vapotage. On a plusieurs échelles qui peuvent être utilisées. Vous avez par exemple ici le Cigarette Dependence Scale. Et voici une liste non exhaustive d'échelles d'évaluation que vous pouvez employer dans votre pratique selon les besoins de vos patients. Alors, ce journal des consommations que vous pouvez demander à vos patients de remplir en version papier ou même en version numérique permet de quantifier avec précision le nombre de cigarettes et vous permet également de suivre l'évolution de la consommation. Donc là, pour mieux illustrer mon propos, je vais prendre un exemple d'un patient de 20 ans en précisant dans la première partie, la partie, on va dire, identité du patient. Après, pour l'évaluation addictologique, on va considérer que la première cigarette était à l'âge de 15 ans. C'était dans un cadre festif avec les amis. La consommation était initialement occasionnelle, à raison de 1 à 4 cigarettes par jour, jusqu'à les 18 ans. Ensuite, on est devant une consommation plutôt quotidienne, jusqu'à 10 cigarettes par jour. Il a consommé le tabac pour remédier à son angoisse, seul ou avec ses amis, sur toute la journée, avec une tasse de café. Et la première cigarette, elle est souvent fumée 2 heures après son réveil. Là, c'est juste un exemple pour illustrer. Donc, il a tenté une fois d'arrêter et a pu résister pendant 2 mois, puis il a rechuté durant une période d'examen. Lorsqu'il ne fume pas, il ressent de l'angoisse et devient irritable. Il a expérimenté un joint de cannabis, pas de soins addictologiques antérieurs. Là, on passe le score, on trouve que le patient a une dépendance qui est moyenne, mais par ailleurs, il nécessite une évaluation somatique, psychiatrique, socio-économique et motivationnelle avant d'établir un projet de soins personnalisé. On ne se contente pas de l'évaluation addictologique pour proposer une prise en charge. Alors la deuxième étape de notre évaluation est bien sûr l'évaluation somatique qui va apprécier l'état général du patient, elle va apprécier les paramètres vitaux avec un examen clinique minutieux, appareil par appareil, et une évaluation du retentissement somatique du tabac. Cette évaluation somatique comportera également un volet paraclinique qui est représenté par des bilans biologiques ou des explorations spécialisées et plus poussées qui seront prescrites en fonction des symptômes rapportés par le patient, mais également en fonction du résultat de l'examen clinique. Et sachez que ces explorations ne sont pas systématiques, en dehors d'une plainte rapportée par le patient ou d'un symptôme, d'un signe physique qu'on arrive à déceler à l'examen. Alors, l'évaluation psychiatrique, c'est un temps également indispensable de la prise en charge du patient tabagique. Alors, tout d'abord, parce qu'en raison de la comorbidité très fréquente, voire quasi systématique, qui existe entre l'addiction au tabac et les troubles psychiatriques. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, la prévalence du tabagisme chez les patients bipolaires est de 2 à 3 fois plus élevée que chez la population générale. Et la prévalence du tabagisme chez les patients qui présentent une schizophrénie, elle est entre 64 jusqu'à 83%. Donc ensuite, vous avez l'initiation et le développement de la dépendance au tabac est parfois soutenu ou causé par des troubles psychiatriques, tels que les troubles anxio-dépressifs par exemple. Et le trouble psychiatrique et la dépendance au tabac entretiennent un cercle vicieux d'aggravation où l'un aggrave l'autre et ce cercle vicieux ne peut se rompre que par la prise en charge des 2 volets.
Et puis, le patient que nous suivons en psychiatrie ne fume pas tous de la même manière. Et cela nous permet parfois d'orienter notre diagnostic. Le tabac conditionne également la prise en charge, puisque sur le plan pharmacologique, le tabac va modifier à la fois l'absorption, le transport, la dégradation et même l'élimination des médicaments psychotropes, ce qui va réduire l'effet thérapeutique et va augmenter le risque d'effets indésirables. Et l'association d'une dépendance au tabac avec un trouble psychiatrique altère le pronostic des deux troubles. Alors, généralement, quand on a tabac plus trouble psychiatrique, c'est 10 à 20 ans d'espérance de vie inférieure par rapport à la population générale. C'est des traitements moins efficaces, une nécessité de dose thérapeutique plus élevée, plus de risques d'effets indésirables, plus de risques aussi de développer des troubles anxio-dépressifs et un risque non négligeable de conduite suicidaire. Et puis, on a également un risque de maladies somatiques liées au tabac. Alors, avec ma casquette de psychiatre, je pense que cette évaluation doit être systématique et nécessite un entretien psychiatrique. Parfois, on peut recourir à des échelles d'évaluation et le diagnostic, pour nous, psychiatres, se fait selon les critères DSM ou CI. Alors pour les classifications, dans le DSM-4, on avait les concepts d'abus et de dépendance. Là actuellement dans le DSM-5, il a remplacé ces notions par le trouble lié à l'usage, donc lié à l'usage de substances. Et les évolutions des classifications peuvent être synthétisées sur le schéma devant vous, ainsi que les critères diagnostiques. Le quatrième temps est celui de l'évaluation socio-économique. Elle permet d'évaluer déjà l'accessibilité aux soins, le support et le soutien social, le coût de l'addiction, ainsi que les ressources financières. Elle apprécie également les possibilités de réhabilitation et de réinsertion socio-professionnelle du patient. Alors, et puis viendra en dernier une étape néanmoins importante, c'est celle de l'évaluation de la motivation. Cette étape va constituer l'ébauche du contrat de soins entre le médecin et le patient. L'objectif doit être commun, soit c'est un arrêt total ou provisoire, soit c'est une réduction, et dans ce cas-là, il faut préciser la cible. Et le sevrage, parfois, il est, on va dire, justifié par des indications médicales. Et dans ce cas-là, il n'est pas cohérent de proposer une réduction, par exemple, ou un arrêt provisoire, puisque dans la plupart des maladies somatiques, on a besoin d'un arrêt total du tabagisme. Alors, la motivation est définie comme l'ensemble des forces qui déterminent la décision de modifier un changement, la mise en place de stratégies de changement et le maintien du nouveau comportement. Ce n'est pas une caractéristique stable d'un individu, ni un trait de personnalité, mais un processus qui est dynamique et qui change au fil du temps. Elle peut être intrinsèque ou extrinsèque. Alors, je vous soumets dans ce cadre une citation de Blaise Pascal qui dit « On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres ». Alors, en 1975, le psychologue américain Edward Deci définissait la motivation intrinsèque comme une force interne dont le but est la recherche du plaisir, et la motivation extrinsèque comme une force externe qui oblige à agir en réponse à une circonstance extérieure. Et puis vous avez la motivation comme l'absence de motivation liée au sentiment de ne plus être capable de prévoir les conséquences de ses actions. Alors, en pratique courante et simplifiée, la motivation dépendra essentiellement du timing, de l'importance donnée à la situation par le patient, de la confiance que le patient a en lui-même. Et il nous suffit parfois de poser 3 simples questions. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour vous pour arrêter ? Sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous avez envie d'arrêter? Et sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous êtes confiant de pouvoir arrêter? Et il suffit juste parfois de choisir une couleur qui décrit au mieux l'état de motivation de votre patient.
Bien sûr, là aussi, il existe plusieurs échelles qui permettent une évaluation de la motivation et qui aident dans la prise de décision thérapeutique. Là, par exemple, vous avez le test de Richmond R et al. Là, vous avez le test du QMAT. Et là, vous avez le test de Damaria Grimaldi avec son interprétation, ou encore le test de motivation de la grue. Et de nos jours, il existe un nombre illimité de sites web, d'applications mobiles, d'outils d'intelligence artificielle qui permettent aux praticiens d'évaluer les patients, mais ça permet également aux patients de s'auto-évaluer et parfois même de s'auto-traiter. Donc, cette évaluation, une fois achevée, permettra d'élaborer un projet thérapeutique. Ce projet thérapeutique aura lieu soit en hospitalisation, soit en ambulatoire, à travers un traitement pharmacologique ou une psychothérapie. Sachez qu'en matière de tabac, l'hospitalisation est exceptionnelle en dehors d'une comorbidité psychiatrique ou somatique sévère. Mais en revanche, on peut toujours proposer par exemple des soins tabacologiques dans le cadre d'une hospitalisation en hôpital de jour dans un service d'addictologie.